Bonjour Philippe Meyer. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être avec nous sur C'est l'Info. Ancien de France Culture, vous avez animé l'Esprit Public pendant quasiment 20 ans. Aujourd'hui, on vous retrouve à la tête d'un podcast, Le Nouvel Esprit Public, qui est en partenariat avec le 1. On vous retrouve chaque dimanche en podcast sur iTunes et SoundCloud à 17h. On va parler avec vous de cette passion de la radio. D'où vient-elle ? Du fait que j'étais auditeur, j'étais dans une famille qui n'avait pas de télévision, ce qui était assez fréquent à l'époque, et il y avait un poste de radio, un gros poste de radio, je dois pouvoir dire la marque, elle existe encore, Grundig, qui avait un œil vert, un œil lumineux, qui était un peu comme les trucs des kaléidoscopes, c'est-à-dire que plus on s'approchait de la station, plus les éléments de l'œil vert se resserraient, et quand on avait vraiment atteint la bonne fréquence, là l'œil vert était tout à fait fermé. Et moi j'écoutais enfant, le dimanche après-midi, une émission qui s'appelait La Tribune des critiques de disques. Je ne dis pas que je comprenais tout, loin s'en faut, mais le principe est simple, d'ailleurs ça a été repris des tas de fois, c'était plusieurs versions d'une même œuvre ou plutôt de mêmes extraits d'une œuvre avec des commentaires. Et les commentaires, je ne comprenais pas les commentaires, c'était les commentaires de musicologues, mais j'entendais des voix, des timbres de voix qui me plaisaient beaucoup, qui avaient quelque chose de chaleureux, j'entendais, il y avait une discussion quelquefois un peu tendue, d'autres fois au contraire ils rigolaient, et puis il y avait les différents morceaux qui passaient donc de la même. Le premier, je m'en souviens très bien, c'était drôle, c'était la première scène du premier acte du Don Giovanni de Mozart, où le commandeur et Don Juan se battent. Et moi, je comprenais tellement peu que je croyais qu'en fait, ils étaient amis. Et en fait, il y en a un qui est en train de tuer l'autre. Enfin, comme ils chantent en italien, je ne comprenais pas spécialement. Mais je me souviens que la première émotion de radio pour moi, c'est de découvrir qu'un même morceau pouvait être joué de façon différente. Et ça, j'ai repris ça, d'ailleurs, quand j'ai fait après, la prochaine fois, je vous le chanterai, où je mettais, dans une rubrique qui s'appelait À deux c'est mieux, je mettais deux versions différentes d'une même chanson, sans commentaire, sans rien, parce que j'étais sûr que les auditeurs, et ça a été très vrai tout de suite, apprécieraient d'entendre deux versions différentes d'une même chanson. Et du coup, comment on se retrouve à la tête d'une émission comme l'Esprit Public sur France Inter ? Je l'ai sur France Culture, c'était l'Esprit Public. Pardon. Non, mais j'ai aussi été sur France Inter et sur France Musique. J'ai été dans toute la maison, alors, sauf à France Info et à Radio Bleu. Ce que je regrette d'ailleurs, mais bon, ça sera, on verra. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, comment est-ce qu'on devient ? La vérité, c'est que je ne l'ai jamais vraiment su. Je n'ai jamais vraiment su qui a eu l'idée. Je crois que c'est Jacques Chancel. Parce que un beau jour, je me suis retrouvé, j'étais dans la presse écrite, j'étais à l'Express, et un beau jour, je me suis retrouvé invité par lui, parce que j'avais publié un livre sur le Québec, et qu'il avait comme invité du Grand Échiquier Gilles Vigneault. Et Gilles était devenu un ami, et il a demandé à Chancel de m'inviter à cause de mon livre. Chancel, ça l'intéressait vaguement, mais enfin, il a accepté de le faire. Et puis, j'ai chanté dans cette émission. J'avais chanté dans les couloirs, et en direct, après que nous avions, Gilles Vigneault, Chancel et moi, parlé de mon livre, Chancel a pris un air un peu malin, comme ça, et a dit à Vigneault, il chante lui aussi. Vigneault, il chante, il va nous chanter quelque chose. Et j'ai chanté en direct. Ça l'a amusé, parce qu'il fallait être gonflé ou inconscient. Et puis un beau jour, Chancel en a eu marre de faire le Grand Échiquier tous les jours de la semaine. Il a voulu avoir des week-ends un peu longs pour venir dans les Pyrénées. Et il a décidé qu'il ne ferait plus l'émission de vendredi. Et il a cherché quelqu'un pour le remplacer. Et non pas pour faire son émission, mais pour en faire une autre. Et je lui ai proposé de faire, à l'époque ça n'existait pas, une émission sur la télévision, que j'ai appelée Télescopage par référence à Radioscopie. Et puis voilà, et puis après ça a commencé comme ça. Alors, ça n'a pas été un lit de rose, parce qu'il y a des gens qui ont essayé de mettre fin à ma collaboration dès le début en disant que j'avais vraiment rien pour faire de la radio. Mais enfin bref, je me suis retrouvé à faire d'abord pendant 7 ans Télescopage, puis à faire des chroniques le matin à France Inter, tout en prenant une émission à France Culture. Et puis voilà, de fil en aiguille, je suis resté 36 ans dans cette maison. Et maintenant, l'avenir pour vous, c'est le web. Ça fait un an, un petit peu plus d'un an que... Ça fait depuis le 10 septembre. Depuis le 10 septembre, nous avons repris
notre conversation hebdomadaire de commentaires de l'actualité. Nous l'avons repris sur le web. Ça s'appelle Le Nouvel Esprit Public et c'est très facile à trouver. On fait www.lenouvelespritpublic sans séparation.fr et on nous trouve. Et on est en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, diffusé sur iTunes et sur SoundCloud. Et justement, comment s'est passée cette évolution de la FM et à du web? Est-ce que c'est la même manière de travailler ou est-ce que vous avez senti des différences? Est-ce qu'on sent des différences dans la manière de travailler? Je dirais pas ça, parce qu'il faut préparer les émissions de la même manière. La différence, c'est que quand vous êtes dans une grande maison comme Radio France, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez Radio France. C'est-à-dire que vous avez un poids dans l'organisation, mais surtout dans une espèce de poids de responsabilité qui n'est pas votre responsabilité, mais qui est celle de la maison. Je ne sais pas bien comment expliquer ça, mais il faut faire attention à tout ce qui se passe, et c'est tout à fait normal. Ailleurs, il faut faire attention dans le choix des sujets. Là, on est chez nous, donc on est entièrement libre, même d'une chose toute bête, mais à France Culture, pour l'Esprit Public, je faisais des émissions de 59 minutes. Et là, je fais des émissions d'1h04. Pourquoi 1h04? Parce qu'au début de chaque émission, je prends 5 minutes pour donner des nouvelles de notre entreprise, comment ça marche, combien il y a de gens qui nous ont aidés. On a quand même reçu 90 000 euros de financement participatif. Il y a plus de 1500 personnes qui ont participé, etc. Et donc, voilà, je peux faire ça. Et rien que faire ça, ça a un côté, je dirais, plus détendu. C'est pas extrêmement tendu en faisant l'Esprit Public, mais voilà, donc il y a une différence. Oui, elle n'est pas toujours très facile à décrire, mais il y en a une. Bon, pour terminer, alors notre cher Martin, qui est l'animateur de l'émission, il a trouvé un petit peu sur votre passé que vous avez été prof de sociologie des médias. Oui, j'ai fait à Sciences Po pendant une dizaine d'années, j'ai enseigné à Sciences Po pendant un quart de siècle, dont pendant une dizaine d'années sur les médias et après pendant une quinzaine d'années sur Paris, son histoire et ses problèmes contemporains. Mais oui, j'ai essayé de décrypter pour les étudiants de Sciences Po, dont certains ont depuis fait d'illustres carrières, les particularités de l'histoire du journalisme en France et de ses problèmes économiques, politiques, éthiques. Oui, j'ai fait ça. Et alors justement, quel regard vous portez sur le paysage médiatique français aujourd'hui? Écoutez, un regard désabusé. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire la déconfiture de la presse écrite, était malheureusement prévisible et donc éventuellement évitable il y a 20 ans. Mais ça n'a pas été le cas et on voit aujourd'hui une presse écrite, qu'elle soit quotidienne, qu'elle soit hebdomadaire, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit régionale, qui dans la plupart des cas perd des lecteurs et en tout cas n'atteint pas les nouvelles générations de lecteurs possibles sans que ce soit remplacé par quelque chose sur Internet, par exemple. Et il me semble que le combat le plus difficile à mener, il l'a toujours été, mais il va l'être encore plus, c'est le combat de la vérité. Parce que la moindre rumeur, la moindre clameur sur les réseaux sociaux fait que tout à coup, il y a des gens dans les médias, et notamment dans les médias d'information continue, qui s'affolent complètement et qui se demandent s'ils sont dans le courant dominant. Les journalistes n'ont pas à être dans le courant dominant. Ils ont essayé de chercher la réalité, de la décrire, de la faire comprendre et de la donner à réfléchir, à méditer aux gens pour qu'ils décident s'ils s'en contentent ou s'ils veulent la changer. Et là, le phénomène du troll est un phénomène... Vous savez d'où ça vient, le mot troll? Non, mais vous allez me le dire, je pense. Ça vient de la chasse à courre, figurez-vous. On dit qu'on troll dans la chasse à courre quand on découple les chiens et qu'on les laisse chercher le gibier parce qu'on ne le trouve pas lui-même. Je trouve que l'image est assez jolie. C'est-à-dire qu'on lâche comme ça des trucs, on ne sait pas du tout contre qui, mais ça finira bien par mordre les fesses de quelqu'un ou par attenter à la réputation de quelqu'un d'autre. Voilà, je pense que c'est un phénomène très négatif et je crains qu'il n'intimide un peu trop les rédactions, quelles qu'elles soient. On surveillera ça en tout cas. Alors juste avant de vous quitter, j'aimerais proposer peut-être aux gens qui nous suivent un document que vous avez sorti, Les gens de mon pays.
C'est un recueil de rencontres que vous avez effectué un petit peu partout en France, vous qui en avez rencontré des milliers et des milliers à travers vos émissions. Est-ce qu'il y a un personnage qui vous a marqué pendant la rédaction de ce livre? Oh oui, il y a plein de personnages qui m'ont marqué. D'abord, je suis allé dans des endroits pardon, où on va assez peu. Par exemple, je suis allé à Épinal, je suis allé à Vic-Fezensac, je suis allé dans l'île de Groix. L'île de Groix, j'ai rencontré Jo. Jo, c'est un personnage extraordinaire. Il a été mousse sur les bateaux qui faisaient la grande pêche, qui partaient pendant plusieurs mois. Et il avait une passion pour l'histoire de son île. Et il n'arrivait pas à trouver de quoi comprendre comment cette histoire s'était faite. Et donc, il s'est mis en autodidacte, il est allé à la bibliothèque, à Vannes, il est devenu un historien qui peut discuter avec les plus diplômés, les plus... Voilà, c'est un des personnages, mais je parle aussi d'un maire, enfin d'un ancien maire, parce que maintenant il a rendu son tablier, il a 90 ans bientôt, mais d'un petit village de l'Aveyron qui s'appelle La Croix-Barrès, qui doit avoir 600 habitants, et qui réfléchit à deux choses. D'une part, le métier de bistrot, qui a été le sien à Paris pendant très longtemps, et d'autre part, la fonction du maire aujourd'hui. Et tout ça est fait avec un réalisme et une simplicité qui, pour moi, ça a été un contact extrêmement agréable, mais aussi, pour parler de gens plus modernes, si je puis dire, plus jeunes, une paire de garçons qui ont abandonné, lui, l'entreprise de vélo pour laquelle il travaillait et l'autre, l'entreprise pour laquelle il était directeur commercial, deux amis d'enfance qui se sont associés pour créer une marque de vélo électrique qui s'appelle Moustache, qui fait des vélos absolument formidables, qui ont eu un courage d'entrepreneurs absolument fantastique et qui aujourd'hui sont recherchés, réputés, 5 ans après avoir créé ça. Oui, non, j'ai rencontré des gens, ça fait du bien. Merci beaucoup en tout cas à Philippe Meillat. On vous retrouve chaque dimanche à 17h en podcast sur iTunes et SoundCloud avec le nouvel Esprit Libre. Merci beaucoup. Public, merci. Que ce soit pas libre, mais nous, on est le nouvel esprit public. Merci beaucoup.